Euh, vous devez en fait être sur ce tableau clinique, être orienté vers un diagnostic avant de passer vers l'étiologie. Est-ce que c'est d'origine hormonale? Peut-être il y a un problème au niveau des ostéoblastes. D'accord. Donc, on y a معناتها دخلت في structure de l'os. ولا peut-être الكارتيلاج ما تحاولش التيسيو اوسو قاعد ديما كي بريناتال ما كيما Carence des hormones. Carence, déficit, on va dire déficit en hormones. Oui. Madame, le diagnostic اللي قلت عليه كيف نعملوه؟ Les hormones de croissance. انت عندك تابلو كلينيك قبل ما tu passes هرمون ولا مش هرمون ولا تعمل un bilan. عندك تابلو كلينيك قدامك، عندك des patients، عندك un patient عنده un problème à la marche، عنده un retard de croissance، وavec ça عندك à l'examen un genou varant. genou varant فهمتوني ولا شنو هو؟ معناتها normalement devant ce tableau clinique tu devrais vite évoquer un diagnostic précis avant de passer aux étiologies. Tu passes les étiologies, معناتها شنو هي la cause. Tu passes à chercher la cause. هي تنجم تكون d'origine hormonale كما قلت. Est-ce que ça vous évoque quelque chose هكايا؟ مدام كيفاش نعمل الديagnostic؟ Sur le plan pathologique, vous n'avez pas idée. Ben, donc, je vais m'expliquer. Donc, il y a un patient avec un retard de croissance staturale, معناتها retard du poids et retard de la taille. Là, sur le plan psychomoteur aussi, il n'a pas de problème. À 13 mois, il a commencé à marcher. Et il a une déformation des membres inférieurs. Donc, il y a genou varant. Genou varant, c'est que à la station debout, donc femme a un ouijage assez important au niveau des membres inférieurs. Lorsqu'il rapproche les cuisses, on remarque qu'il torsion le côté comme tibial interne. Donc, ça, et avec ça, donc, avec des articulations qui sont de grande taille, pour le genou comme pour la cheville. Donc, devant ce tableau clinique, il faut évoquer un diagnostic. Est-ce que je vous ai facilité شوية؟ شكون عنده؟ carence en vitamine D carence Et qu'est-ce qu'on appelle ça? Qu'est-ce qu'on appelle ça? calcémie, hypocalcémie. Vous n'avez pas donné le mot-clé, Famche. Vous donnez le mot-clé. Quand il y a une mauvaise mobilisation de la masse osseuse ou un mauvais métabolisme de l'os, on appelle ça comment? On y est dans ce cas de figure. Malformation. La malformation, on l'appelle rachitisme. Donc, cette déformation des pieds avec ce retard de croissance, ce tableau clinique, on l'appelle rachitisme. Le rachitisme, il est dû donc à un défaut de synthèse de la masse osseuse. Donc, tu passes à la recherche de la cause. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est carentiel? Est-ce que c'est génétique? Il y a différentes causes. مادام معناها نلوجوا على المالادي ومن بعد نلوجوا على الكوز نتاعها. Voilà, on évoque le diagnostic. نحط الديagnostic قدامنا شنو؟ فهمت كيما وقت تقول انت diabète. Donc أول حاجة وقت عندك un diabète, عندك les éléments pour retenir le diagnostic de diabète. Tu vas étudier est-ce que c'est un type 1, est-ce que c'est un type 2, tu vas faire ton exploration et tu vas فهمتوني
Donc, c'est comme ça, c'est ça la démarche. C'est comme ça qu'il faut penser. Mais, donc, ici, je vais commencer par un rappel théorique pour la synthèse de la masse osseuse. Donc, vous avez au cours des deux premiers mois de la vie fœtale, donc il y a la formation. Oui, vous avez des questions? Madame, Oui. Madame الرشيديزم on est censé معناها لا connaître المالادي وإلا لازمنا عنا يكون تابلو نتاع كلينيك وكل شيء طلعوا منه خاطر on n'a pas ce tableau في الليفر معناها tableau de diagnostic. لا اسمعني انت توا تقرا في تي دي وين j'essaie de vous intégrer à la vie de معناتها à des stations à des cas j'essaie de vous intégrer le cours dans des contextes cliniques. انت معناتها باش تفهم علاش تقرا في الباز هيك فهمتي؟ فهمتك مدام. Oui, merci. Donc هذاك c'est un cas clinique. Je veux que tu comprennes. أول حاجة je veux que tu comprennes de quoi je parle. فهمتني؟ Oui, madame. Merci. D'accord. Madame, أيوة. s'il vous plaît يا أخي devoir de physio يجي ستيل هذا معناها ينجم يجي هكا. Le TD, c'est surtout pour vous intégrer dans la vie médicale, dans vos stages. Manish, bon, le cours, j'ai une petite situation clinique, mais Honia, c'est plus compliqué ce que je vous présente. Ça sera plus simplifié. Ça sera plus simple. Merci, madame. D'accord. Donc, on va s'intéresser à la théorie. Sur le plan théorique, vous avez donc normalement au cours du deuxième mois de la vie fœtale la formation d'un cartilage hyalin qui est formé de chondroblastes et qui est recouvert d'une membrane appelée le périchondre. Les chondroblastes, donc une fois entourés d'une matrice cartilagineuse, ils sont appelés chondrocytes et ils vont continuer à se diviser et à former une matrice cartilagineuse. Et donc, au cours du deuxième mois fœtal, on a l'apparition d'un centre, d'un point d'ossification primaire, à partir duquel donc, la membrane périchondrale va s'infiltrer. Il y a des vaisseaux sanguins qui s'infiltrent. Les cellules sous-jacentes vont se différencier et on a la formation d'ostéoblastes. Donc, la formation d'ostéoblastes qui vont sécréter une couche d'ostéoïdes. Donc, c'est de l'os qui se forme contre le cartilage hyalin. Donc, ça va pousser le cartilage hyalin. Cette couche d'os, donc nouvellement sécrétée, va former un collet cylindrique autour du centre du modèle cartilagineux et on appelle donc ce collet osseux périosté. Au fur et à mesure donc de la formation de l'os, qui est de l'os spongieux, il y a des vaisseaux qui vont s'infiltrer donc en formant un bourgeon conjonctivo-vasculaire. Il y a un processus dégénératif qui va s'intéresser au cartilage. Et donc, le cartilage commence à se calcifier. Et au fur et à mesure, donc, il y aura aussi ici, au 9e mois, l'apparition d'os, d'un autre point d'ossification. Donc, c'est comme le premier point qui est apparu ici. Il y a à la naissance l'apparition de points d'ossification. Et donc, ça va continuer à former de l'os jusqu'à garder au cours de l'enfance donc
c'est au niveau des épiphyses, il va rester juste du cartilage épiphysaire et un peu aux alentours le cartilage articulaire. Donc, comment cela se passe? Donc, au cours pour le cartilage de conjugaison, nous avons au début une division au niveau de la plaque proche de l'épiphyse de colonnes de chondrocytes. Donc, il y a des divisions permanentes de ces colonnes. À mesure que la couche de collagène s'épaissit, le cartilage le plus ancien, donc le plus ancien c'est ici. À mesure que le collagène donc il s'épaissit, le cartilage le plus ancien se calcifie. Donc la calcification, elle se fait ici, dans ce sens. Et les chondrocytes âgés dégénèrent, la place donc à l'invasion des ostéoblastes. Donc ici, ils vont dégénérer ces chondrocytes. Ils vont laisser donc des travées de l'espace pour que les ostéoblastes s'agencent et s'incrustent dans le cartilage. Et donc, à mesure donc, que la croissance de l'os, que l'os s'allonge, cela se continue. Donc, tout cela, c'est le processus de croissance osseuse. Ce patient, donc, il y a une nécessité, ici, c'était principalement du rachitisme carencier, donc c'était dû à un défaut en calcium et en vitamine D, pour ce cas de figure. Chez les enfants, on parle de rachitisme, et si on avait un adulte, donc on parlerait d'ostéomalacie. Donc, ce qui caractérise l'enfant, c'est la croissance. Donc, il y a une déformation des membres qui va se produire chez les enfants parce qu'il y a une carence en calcium et en vitamine D. Si on avait une carence en calcium et en vitamine D chez l'adulte, on appellerait ça de l'ostéomalacie et dans ce cas, on n'aura pas de déformation des membres, mais plutôt donc une fragilisation de l'os et une facilité donc de fracture et donc une mauvaise récupération de l'os. Donc, cet état, il est plus grave chez les enfants, car les enfants, donc, ils sont encore en croissance rapide et la déformation, si la calcification, donc, elle est insuffisante parce qu'il y a cette carence en calcium et en vitamine D. Et cette déformation va persister si on ne la récupère pas très vite. Oui. جنب الاسم فرق بين l'ostéomalacie ou l'ostéoporose. Donc, les deux sont dus à un défaut en calcium et en vitamine D. Mais les types de cellules atteintes ne sont pas les mêmes parce qu'en cas d'ostéoporose, c'est surtout dû, donc il y a l'ostéoporose d'immobilisation, c'est dû à la mauvaise utilisation de la main ou معناتها وقت واحد عمل fracture ولا alité, voilà une personne alitée, donc il n'y a pas beaucoup de mouvement de l'os. Dans ce cas, son état, c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. L'ostéomalacie, ça serait donc d'autres types de cellules qui seraient touchées et c'est surtout dû à la carence en calcium et en vitamine D. Et aussi, donc, pour l'ostéoporose, il y a l'ostéoporose qui est d'origine hormonale. Et donc, l'œstrogène, un type de cellule qu'il va mobiliser. Ça ne va pas donner le même tableau clinique que l'ostéomalacie. Une radio pour les os, tu ne vas pas trouver il y aura une différence. Non, je pense
شكون اتكلم توا؟ Oui, madame, فهمتك. Merci. Devant un enfant, on va essayer d'évaluer l'âge osseux. Pour faire pour évaluer l'âge osseux, فما شكون عنده فكرة؟ تعرفوا شيش نعملوا لهم les enfants pour évaluer l'âge osseux. On prend un échantillon de la moelle osseuse. On prend là, j'ai entendu la moelle osseuse. Donc, pour évaluer l'âge osseux, on ne prend pas de la moelle osseuse. On fait une radio. On fait une radiographie de la main et du poignet, ce qui permettra d'évaluer la maturation des os du carpe. Donc, c'est une radio de la main faite chez un enfant. Et pour pouvoir évaluer cet âge osseux, donc, on compare comme l'atlas de Greulich-Sheppey. Donc, on compare à ce modèle-là qui se trouve donc dans cette atlas. Et on va essayer comme ça de grader l'âge osseux, de donner un âge pour ce patient. Ici, le deuxième cas clinique. Vous avez un homme qui, à la suite d'un accident de motocyclette, un homme de 22 ans, a été conduit au service des urgences. La radiographie a révélé une fracture en spirale du tibia droit. 2 mois plus tard, la radio montre un bancal osseux en formation. Qu'est-ce qu'un cal osseux et quel est son rôle? Vous savez définir un cal osseux, voilà? Non. Vous n'avez pas ça dans le cours, le cal osseux? Donc, C'est du sang accumulé. De la formation, du remaniement. La formation de remaniement de l'os. شنيا عودة؟ J'ai pas très bien entendu. وقت l'os est cicatrisé. Donc voilà, donc c'est c'est au cours du processus de cicatrisation, on a la formation de ce qu'on appelle un cal osseux. C'est comme la cicatrice, oui, c'est comme la cicatrice de l'os. Donc, ici, le cours osseux. Madame, oui. Madame, un cal osseux, ماهوش c'est du sang معناها accumulé في وسط l'os. Je crois que l'ostéoblast. Non, sang, دم. sanguin. دم معناها الدم متجمع في وسط l'os ولا؟ Là, le cal osseux, c'est la formation de l'os. C'est la cicatrice. C'est la cicatrice de l'os, c'est la formation de l'os. D'accord, merci. Il y a une synthèse de matrice osseuse, Donc, ceci est sur le plan macroscopique au cours d'une fracture. Donc, vous avez au début la formation d'un hématome. Donc, il y a, comme c'est schématisé ici, il y a l'élimination de débris résultant d'une lésion osseuse tissulaire. Donc, cette étape dure 4 à 5 jours. Les os et les autres fragments de tissu et de caillots sanguins formés par le saignement entre les extrémités et aussi par le muscle qui seront donc résorbés. Et donc aussi, il y a la partie de périoste endommagée. Il y a donc dans cette étape la formation d'un exsudat riche en protéines avec un peu de gel et qui se forme à n'importe quel site de la lésion tissulaire
Donc, il y a aussi des capillaires qui ne sont pas endommagés et qui vont essayer de s'intégrer dans cet hématome pour donc revasculariser cette partie. Après, il y a la formation, on passe à l'étape, donc la formation d'un calmot qui est dit fibrocartilagineux aussi. Donc, il y a des ostéoblastes de la partie endostée et du périos qui vont migrer vers le site de la lésion. Donc, cette étape, elle va durer aux environs de 3 semaines. Les ostéoblastes, donc, c'est elles qui sont responsables de la synthèse de l'os. Elles vont sécréter de l'ostéoïde dans le tissu de granulation pour former une masse osseuse entre les fragments d'os fracturés. Et cette masse osseuse, elle est appelée le calmot. Donc, c'est encore malléable. Le calmot, lorsqu'il va s'ossifier, il va donc progressivement devenir il va se durcir petit à petit et ça va former le cal dur. Et on aura ici un petit gonflement local. Après, oui. مادام معناتها الكالمو هو اللوس بريمير. Le calmot, donc il n'y a pas vraiment encore d'os ici. Il y a surtout il y a de l'os, mais qui n'est pas de l'os primaire. C'est de l'os, mais qui n'est pas encore dur. Il est encore mou. Donc, petit à petit, il va se durcir. Et en se durcissant, donc, ça va former cette masse jaune que vous voyez ici. Et tout cela se passe au cours des 3 premières semaines. Après ces 3 semaines, donc, l'os qui va persister et il va donc restaurer petit à petit sa structure. Donc, il va durcir petit à petit sa structure. Et c'est à ce moment-là que le périos, donc, il va se reformer, donc, pour donner la continuité de l'os. Et ici, donc, l'os, il va pouvoir donc tolérer des charges et des mouvements normaux. Donc, c'est le remaniement osseux au cours de cette étape. Ça, c'est ce qui se passe donc sur le plan macroscopique. Est-ce que vous avez compris? J'espère que c'est clair. Oui. Sur le plan microscopique, donc ici, on a des ostéoclastes, donc des précurseurs d'ostéoclastes qui vont arriver au niveau de la partie qui est exposée. Donc, il y a cette partie qui est exposée. On peut aussi donc dire que donc c'est la surface de l'os et il y a une stimulation donc des ostéoclastes par les ostéoblastes. Donc les précurseurs d'ostéoclastes pour qu'ils deviennent des ostéoclastes. Donc il y a l'action des ostéoblastes et après donc il y a une rétraction donc des cellules de cette muqueuse, de cette surface exposée de l'os et il y a une stimulation des ostéoclastes par les ostéoblastes. Ça continue. Les ostéoclastes donc finissent subir une apoptose, donc ils vont dégénérer, ils vont disparaître et c'est à ce moment-là que les ostéoblastes vont prendre leur place pour former l'ostéoïde frais. La première partie, l'os qui est encore mou, qui ne s'est pas encore ossifié. Donc, ils vont reformer un nouvel os minéralisé dans laquelle et certains ostéoblastes restent piégés
sous forme d'ostéocytes. Donc, ils vont devenir, des ostéocytes qui vont à long terme donc permettre la régénération de l'os et comme ça créer un équilibre entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. Donc, revenons à notre patient. مدام Oui, ما فهمتش علاش من الأول بعد الفراكتور تصير recrutement des ostéoclastes alors que احنا من حاجتنا باللي ostéoblastes. عاود لي الكيستيون. ما فهمتش علاش نعملوا recrutement des ostéoclastes alors كاحنا من الأول حاجتنا des ostéoblastes معناها احنا نحبوا الريجينيراسيون ما نحبوش الديستركشن دو l'os. لا على الأول قلنا فما دي ديبري عندك des débris osseux لازمك donc tu laisses tu laisses l'endroit propre pour que les ostéoblastes donc ils fournissent ils synthétisent l'os. Donc c'est ce qui se passe dans une fracture. معناها الغالب تاع les ostéoclastes هما يحضروا يحضروا الterrain pour les ostéoblastes. Oui. هو d'ailleurs انت معناتها chez un être humain normal عندك toujours un équilibre entre ostéoclaste et ostéoblaste. Donc il y a toujours de la masse osseuse qui va être détruite par les ostéoclastes et les ostéoblastes qui vont continuer à former de l'os. Mais d'accord. D'accord. Donc en moins d'une semaine, revenons à notre patient, de nouvelles travées osseuses commencent à apparaître dans le cal fibrocartilagineux, dans le cal mou. Donc, on a au cours des 5 premiers jours, l'hématome. Et puis, et ça commence à apparaître le cal mou. Donc, graduellement, ce patient, il aura un cal osseux qui est formé graduellement. Et où l'os réticulaire, donc il va céder graduellement sa place à de l'os lamellaire, donc c'est de l'os spongieux. Cet os spongieux, donc comme son nom l'indique, il y a de l'air à l'intérieur et ça va permettre à d'autres cellules de venir donc pratiquer leur fonction. Et donc, il y a la formation du cal osseux qui se poursuit jusqu'à ce que l'os soit fermement soudé. Tout cela prend environ 2 mois après l'accident pour être réalisé. Donc, au cours des 3 premières semaines, il y a la formation du cal et après, généralement, la deuxième partie, ça va permettre le remaniement osseux et permettre à l'os de redevenir plus fort. Donc, ce processus est toujours en répétition avec des événements de l'ossification endochondrale. On va voir une autre partie qui vous a été enseignée. Donc, je vous présente ici 3 situations cliniques. Vous allez essayer d'y réfléchir. Vous vous imaginez en train d'effectuer un examen neurologique. Normalement, déjà, voilà, donc, vous cherchez le réflexe rotulien. Donc, essayez de me dire, donc, شنو تكون le résultat تاع le réflexe rotulien? Dans le de la jambe. Donc, il y a une extension de la jambe. Oui. Il y a une extension de la jambe sur la cuisse. Et donc, c'est ça ce qui nous donne, que ce réflexe est positif. Donc, on va dire que ce réflexe est positif. Maintenant, on ne va pas dire que le réflexe est absent. La deuxième situation, on a une personne qui essaie de porter une charge lourde. كيما واحد يعمل في musculation ويهز في les poids lourds إذا هز أكثر من طاقته شو يصير له؟ Relâchement musculaire et elle laisse tomber la charge.
Donc, ce patient, cette personne, elle va normalement laisser tomber cette charge, donc ça va lui échapper. Mais il ne c'est plus lourd que ce qu'il peut tolérer, et donc il va laisser tomber cette charge. Pour la troisième personne, donc comme une personne qui piétine une épine. C'était une personne aidée. Je t'amène. Flexion de la traction. C'est ça. قلته شو معناه بيتين؟ معناتها عفص على شوكة. وقت واحد يعفص على شوكة شو يعمل؟ شو يصير له؟ ما عادش نجم يمشي على ساقه. Il va chercher son équilibre. مادام مش هذا الريفلكس كروزي ولا حاجة كنسيتها انه باش يجبد ساقه ويحاول يشد l'équilibre نتاعو على ساقه الاخرى. Voilà, donc il va essayer de se protéger. Il faut toujours penser en cas de réflexe à la personne qui est en situation de stress ou bien de qui va lui faire du mal. Donc il va chercher une situation pour se protéger de ce qui va lui faire du mal. Donc le résultat ça sera le fait donc de rester debout sur un seul membre, donc extension de la jambe contralatérale et flexion du membre où il a piétiné cette épine. C'est ça? Oui, madame. Ben, on va voir pour la première situation. Chinois. Pour l'examen neurologique, un patient il y a un réflexe, mais un réflexe rotulien. Vous avez donc tapoté la rotule. Il va essayer de créer une extension. C'est involontaire. Les trois situations, donc ce sont des réflexes, c'est involontaire. Ce qu'il va faire, s'il va faire une extension de jambe, il va s'étendre sur la cuisse. Pour la deuxième situation, une personne a une charge lourde. Une charge lourde معناتها أكثر من طاقتها. مش lourde وبرا معناتها هي normalement في الحالة هيك elle ne peut pas la supporter. شو يصير؟ Elle va lâcher. Réflexe où il y a la proprioception qui est incluse. Donc عندك أنت un étirement du quadriceps. Vous savez que le tendon du quadriceps englobe la rotule. Et donc, un étirement du quadriceps en tapotant. Et donc, cet étirement, comme vous savez, donc, au niveau des muscles, il y a les fuseaux neuromusculaires. Et ce sont eux, donc, nos récepteurs pour la proprioception. Et donc, puisqu'il y a donc une transduction du signal qui va se faire par le fuseau neuromusculaire, nous allons avoir un message nerveux afférent qui va se faire par des fibres sensitives vers la moelle, donc au niveau de la racine postérieure de la moelle. Et il y a ici donc deux synapses qui vont se faire. Vous avez ici un réflexe monosynaptique où la fibre afférente va communiquer avec le motoneurone alpha, qui va lui-même faire progresser l'information vers le muscle pour qu'il y ait une contraction du quadriceps. D'un autre côté, vous avez une synapse qui va se faire avec un interneurone inhibiteur vers un autre motoneurone alpha qui va partir de la corne antérieure de la moelle vers le muscle antagoniste du muscle quadriceps. C'est les muscles fléchisseurs de la jambe. Et donc,
ce muscle va être inhibé. Il n'y aura pas d'influx nerveux qui va passer vers ce muscle et donc il va se relâcher. Et c'est pour ça donc que nous avons une extension qui va se faire donc vers le haut de la jambe et une contraction du quadriceps. Est-ce que c'est compris pour ce réflexe? Pour ce réflexe, donc, il fait partie de l'examen neurologique classique. On dit que le réflexe, il peut être faible si on a une atteinte nerveuse périphérique, si les nerfs, des nerfs qui innervent, s'ils sont atteints, donc ce réflexe, il peut être faible. On n'aura pas la réponse l'instantanée fiha. Si il est vif, on a une exagération de la réponse attendue. Carrément يطيرك من بلاصتك الباتient ولا دوب تمسه هو يطير ساقه. On va dire il y a généralement dans ce cas une atteinte du système nerveux central et on dit qu'on a un syndrome pyramidal. Je pense que cela vous sera enseigné en sémiologie neurologique. Pour le deuxième réflexe, on a dit que le patient porte une charge lourde. Donc, vous avez ce qu'on appelle ici le réflexe tendineux de Golgi ou le réflexe myotatique inverse. Donc, deux appellations pour le même réflexe. Donc, une charge qui est très lourde qui a été portée. Le muscle, il va étirer avec lui les tendons. Donc, ici, les tendons. Au niveau des tendons, on a ce qu'on appelle le corps, donc le corpuscule de Golgi. Donc, ça, c'est l'organe de Golgi. Et cet organe de Golgi, donc, c'est lui qui va nous transduire le signal vers la moelle. Donc, il y a un influx nerveux qui sera véhiculé par les fibres 1B. Et donc, on aura au niveau ces fibres qui vont rencontrer un interneurone inhibiteur. Cet interneurone inhibiteur, il va donc inhiber le motoneurone alpha qui sort de la corne antérieure de la moelle. Et dans ce cas, on aura un relâchement. Donc, on aura un relâchement du muscle et donc la chute de cet objet. Est-ce que vous m'avez compris pour ce réflexe? Selon vous, à quoi il sert ce réflexe? مادام الريفلكس هذايا كان وقت اللي نهزو شارج وقت نهزو charge très lourde. Charge lourde معناها. Pour les charges très lourdes. Et déjà quelle situation اللي عطيتي لك؟ Les déchirures musculaires. protège le muscle. كيفاش عطيو طريق لبعضكم؟ Ce réflexe protège le muscle. Donc, ce réflexe, il va protéger le muscle, effectivement. Oui, je connais de commentaires. Musculaire. Chinois? Éviter la déchirure musculaire. Pour éviter la déchirure musculaire, oui. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Voilà, donc هذه الحكاية تصير وقت عندك une charge très lourde. معناتها l'étirement musculaire وحده ما عادش juste étirement musculaire, فما un étirement aussi des tendons. Donc فوق ما الواحد يتحمل معناتها. Donc ce réflexe, il est fait pour protéger. Donc, il va protéger le muscle d'un éventuel étirement. Ces deux réflexes, donc, ils sont réalisés grâce à des voies afférentes rapides de gros calibre. Les fibres 1A et B
ou bien تلقاو ساعات تسميتهم A alpha ou bien A bêta, et les fibres 2 qui sont aussi appelées les fibres B. Le nombre de relais synaptiques qui m'a tout, donc comme 1 à 2 synapses, soit directement avec le motoneurone alpha, soit à travers un interneurone inhibiteur. Donc, tu as les deux synapses sur ta. Pour le troisième réflexe, il est appelé donc le réflexe de flexion et d'extension croisée. Donc, comme un nocicepteur de la peau qui a été stimulé au niveau de la plante du pied, ce nocicepteur va transmettre le message au niveau de la corne postérieure de la moelle. Et cette fibre donc, qui véhicule le message, elle va se retrouver en connexion avec plusieurs interneurones. Donc, il y a plusieurs interneurones qui vont intervenir et ils vont aussi croiser la moelle pour pouvoir donc véhiculer le réflexe aussi bien pour le membre inférieur où il y a l'atteinte que pour le membre contralatéral. Flexion, extension croisée. Il y a un croisement au niveau de la moelle. Ce message, il est véhiculé par les fibres C. Il y a 2. C'est pas 2, c'est 3. C'est fibre C. Où il y a des interneurones. Et donc, le réflexe va donner cet état des lieux. Donc, comme d'une part, une flexion. Donc, c'est une flexion du membre où il y a la douleur et l'autre membre, il va se retrouver en extension. Donc, d'un côté, donc, il y a une inhibition, il y a un interneurone ici, inhibiteur d'un flux nerveux véhiculé vers le quadriceps, donc il va se relâcher. Pour l'antagoniste du quadriceps, le fléchisseur de la jambe, donc un message nerveux qui va pouvoir, vous allez avoir une contraction du fléchisseur. Pour le membre contralatéral, c'est l'inverse. Vous allez avoir donc un message nerveux qui pourra être passé vers le quadriceps et donc il va se contracter. Pour l'antagoniste du quadriceps, le message nerveux ne va pas passer, il y a une inhibition et donc ce fléchisseur de la jambe va se relâcher. C'est pour ça donc qu'on a ce réflexe, d'une part une flexion et d'autre part une extension croisée de l'autre côté, collatérale. Est-ce que vous avez compris? Donc, Madame, le récepteur nocicepteur ou récepteur sensoriel ou synesthésique? Oui. Somesthésie, ça va suivre des c'est somesthésique هيك وين تعدينا ساعة. Donc pour les réflexes هذوما اللي قلت لك donc les voies afférentes elles sont rapides et de gros calibre. Ce sont généralement des propriocepteurs ou bien les récepteurs du toucher, du tact. Donc ce sont des messages qui sont véhiculés par les voies lemniscales. Et les voies lemniscales, donc il n'y a pas beaucoup de relais synaptiques et ce sont des voies afférentes de gros calibre. Lorsque vous avez un contexte de douleur ou bien donc ici c'est soit une douleur, soit lorsqu'on touche à un objet chaud. Lorsqu'on touche à un objet chaud, donc il y a des voies, ce qu'on appelle les voies extralemniscales qui vont être activées. Et dans ce cas-là, donc nous avons des fibres
somesthésiques, donc calibres qui sont mal myélinisés, qui vont faire passer l'information vers la moelle. Et ce réflexe, il n'est pas précis. Donc, l'information n'est pas très précise qui arrive au cortex. مش كيما وقت تشد انت ان اوبجي تعرف تعرفه كبير صغير رزين ولا خفيف مش كيما juste une épine qui t'a juste معناتها piqué. Donc tu peux pas savoir la grandeur. ساعات انت حتى juste une petite piqûre تحسها كبيرة برشا. اللي هو c'est pas un message précis. Donc ça, c'est véhiculé Madame, les récepteurs somesthésiques sont responsables, ils nous informent de la douleur, ou les récepteurs sensoriels, ils servent pour la réflexion, le réflexe. Somesthésie, tout ce qui est la somesthésie, هو الكل somesthésie راهو. هو الكل. معناها les récepteurs sensoriels هما كما نقولوا نوع من les récepteurs somesthésiques. أي نوع. خاطر أنت عندك le sens du toucher, c'est sensoriel. Tout ce qui est sensoriel, هما c'est les organes de sens. Les organes de sens, هما toucher les yeux. Parfois, les organes sensoriels, عندك زيد la transduction du signal par l'oreille, aussi par la langue. Donc, ce sont les sens. C'est sensoriel. عندك d'autres récepteurs اللي هما les mécanorécepteurs. Les thermocepteurs. Pour la douleur, c'est surtout des mécanorécepteurs qui seront touchés, ou bien avec les thermocepteurs. Et donc, ils vont véhiculer l'information par les voies extralémiscales. Les voies lémiscales et les voies extralémiscales. مدام أنا ما نعرفش شنو ما تحكيو أصلا ما نعرفش ما نتفكرش. D'accord. ده مش معناها somesthésique. هذا من لقيتها في البوليكوب معناها الترم هذا لقيته في البوليكوب. Le terme somesthésique dans tout ce qui est sens. معناتها عندك la sensation, le fait de réagir au monde extérieur. Donc, عندك la peau, عندك des organes du sens qui vont te fournir l'information vers le cortex cérébral. Et ces organes et ces messages nerveux qui sont véhiculés vers le cortex cérébral passent par des voies qu'on appelle voies somesthésiques. Les voies somesthésiques sont les voies lémiscales, les huma véhiculées par les fibres de gros calibre. Les voies extralémiscales, les huma véhiculées par les fibres de petit calibre, qui malifent le réflexe de flexion-extension croisée. Et où les relais sont polysynaptiques. Madame? Oui, madame, فهمتك, merci. Madame, s'il vous plaît, quel est le type de fibre afférente à chaque réflexe? خاطر نعرف كان ال 1A معناها نتاع الميوتاتيك والآخرين ما فرقش. Pour le réflexe, pour le fuseau neuromusculaire, عندك les fibres 1A et 2. Et donc, ils vont véhiculer le réflexe l'IGM, le fuseau neuromusculaire. Pour les organes tendineux de Golgi, عندك les fibres 1B. D'accord, merci madame. D'accord. Merci madame, oui. Si vous avez un état où il y a un trouble de l'équilibre, de la marche et de la coordination,
à quoi peut-on penser? Cervelet. Le cervelet. Quel est le rôle du cervelet? Coordination Coordination des mouvements. Des mouvements, où il nous permet aussi d'avoir L'équilibre. donc l'équilibre et une bonne posture. Donc, le cervelet, c'est un organe important pour la stabilisation posturale et la fixation et la coordination des mouvements. Il a un rôle pilote automatique qui corrige en temps réel les consignes envoyées aux muscles selon le geste désiré et la disposition du corps dans l'espace. Donc, d'avoir une précision des mouvements, c'est le cervelet. Donc, il a un rôle important. Donc, pour le système nerveux, ici, donc, je vous donne deux situations. Vous imaginez un sprinter qui court. Un sprinter, un athlète qui court sur une petite distance le plus rapidement possible. Et un marathonien qui court. Et les marathons, donc vous connaissez un marathon. Donc, ça ماشي شكون يجم يعطيني شنو هو الtype d'adaptation musculaire pour chaque athlète. Le sprinter a besoin de fibres de B pour faire une course rapide et courte. Par contre, le marathonien a besoin de les fibres de type A. اللي هما كيفن هما شنو الميتابوليزم تاعهم؟ Riche en triglycérides et résiste plus à la fatigue. Et métabolisme تاعهم de phosphorylation oxydative. Donc on est c'est le métabolisme aérobie ou bien anaérobie لو جالي يكون عنده يستعمل في الانايروبية. Le sprinter يستعمل l'anaérobie. والمarathonien aérobie. Les fibres aérobie. D'accord, donc il y a partie le métabolisme pour une personne qui court, généralement, il va utiliser au cours des premières secondes donc le métabolisme anaérobie lactique. C'est l'énergie déjà présente dans les cellules. Il va l'utiliser. Il n'y a pas d'utilisation d'acide lactique. Au cours de la première adaptation musculaire, donc l'oxygène qui arrive vers les cellules, on n'a pas encore intensifié la quantité d'oxygène qui arrive vers les cellules. Donc, on va utiliser ce métabolisme anaérobie lactique. Et comme vous savez, quand ce métabolisme, il est généralement à l'origine d'une fatigue musculaire. Donc, il ne faut pas trop durer dans cette étape. Il faut rapidement passer à l'étape de métabolisme aérobie. Donc, pour le premier coureur, c'est donc besoin d'entraînement régulier par des exercices anaérobies courts et intenses. Donc, les mots des courses de 30 secondes au moins, de façon régulière, parce qu'il a besoin d'hypertrophier donc ces fibres anaérobies rapides. Les HUMA, ce sont des fibres blanches de type 2A. Et ça va fournir plus de myofibrilles, peu de mitochondries, de capillaires. C'est pour ça qu'on les appelle des fibres blanches. Elles sont riches en glycogène, mais pas en triglycérides. Donc, il a une activité glycolytique essentielle. Et ces fibres, elles sont rapidement fatigables.
mais sans la nécessité de mouvements fins et précis. Donc, ce patient a besoin d'utiliser fortement les fibres qui sont responsables particulièrement, finalement toutes les fibres, عندهم les différents métabolismes. Mais femmes des fibres qui utilisent un métabolisme plus que l'autre, plus prépondérant. Donc, il intensifie ces éléments. Il va favoriser les fibres qui utilisent le plus cette partie du métabolisme. Lorsqu'il intensifie cela, il va pouvoir donc avoir plus de fibres qui utilisent ce métabolisme. Il va devenir plus fort pour exercer ce type de course. Pour l'autre qui est marathonien, donc il a besoin de faire des exercices aérobies répétés de façon régulière. Donc, il doit vraiment adapter sa respiration et ses muscles à cet exercice. Il aura donc des modifications des fibres qui sont dites oxydatives, qui utilisent l'oxygène aérobie. Donc, ça va permettre une utilisation de l'oxygène par les fibres musculaires. Les fibres, donc, comme les fibres de type 1, donc il y aura une richesse en fibres lentes oxydatives, les fibres rouges principalement. Et donc, on aura une augmentation de la densité des capillaires sanguins et des mitochondries dans des fibres musculaires. Donc, il y aura une richesse de mitochondries et de myoglobine dans ces fibres. Un réseau capillaire dense. C'est pour ça qu'on a des fibres rouges. Il y a une utilisation importante de glycogène et de triglycérides par ces fibres et sont moins fatigables et elles permettent des contractions lentes, d'où un meilleur maintien de la posture. Donc, ce type de coureur, il a besoin de développer cette partie du métabolisme aérobie et d'enrichir ses muscles par ses fibres pour qu'il puisse courir le plus lentement. Donc, pour une activité courte, le coureur, il utilise au cours des 6 premières secondes l'ATP dans les muscles. C'est lui qui est tout d'abord utilisé. Au cours des 10 secondes après, il va produire un peu d'ATP à partir de la créatine phosphate et de l'ADP. Donc, c'est une phosphorylation directe qui va fournir de l'ATP. Après, donc, au cours des 30 à 40 secondes qui restent, donc, il va utiliser le glycogène emmagasiné dans les muscles, qui est dégradé en glucose et qui est oxydé pour produire de l'ATP par la voie anaérobie. Donc, c'est ça le coureur sprinter, qu'est-ce qu'il utilise comme énergie. Pour l'activité prolongée de plusieurs heures, donc il y a une dégradation des nutriments qui va se faire et donc de l'ATP qui sera fourni et c'est comme ça qu'on va utiliser l'ATP dans la voie aérobie. Madame, أيوة. Madame, مش les fibres intermédiaires de type 2A هما معناها intermédiaires entre les fibres A et les fibres 2B. أيوة. مش ils sont classés parmi les fibres rouges خاطر à raison de leur contenu en myoglobine. Ce sont des fibres rouges. عندك عندك 2A, 2B, ce sont des fibres rouges et elles sont oxydatives, aérobies. شنو هو البروبلème؟ لا خاطر في بالي مادام مش لي فيبر دو تيب ا هما دو معناها هما اللي فيهم بوكو دو ميوغلوبين هما الروج فيبر روج معناها
les fibres. هوني اش عطيتك انا je vois pas Le très type bien. 1 rouge. Le type 1 rouge. في الديابو اللي قبل هذيك قبلها محطوطة الفيبر دو تيب 2A اللي هي فيبر بلانش معناها. Ah oui, de type rapide. Blanche de type 2A et 2B. Et ce sont des fibres blanches. Bon, je reviens voir votre cours. D'accord, merci. Donc, Madame, عندك les fibres عندك les fibres rapides عندك 2A et 2B. يعطيك la couleur أما شنو هي الباج اللي يعطيك فيها la couleur؟ شنو هي الباج اللي يعطيك فيها la couleur؟ مادام ما نعرفش الباج بالضبط الحق. يظهر لي 264 حاجة هكا. Donc, avec les fibres intermédiaires 2A, elles sont bien vascularisées et elles ont un potentiel oxydatif plus important que les fibres 2B. J'ai pas la couleur. Bon, mais je fais les fibres blanches. عطيتك اليوم fibre blanche. D'accord. Peut-être qu'elles sont intermédiaires, parfois blanches, parfois rouges. Madame, on sont des fibres intermédiaires de rose à rouge apparemment. On sont des fibres intermédiaires, la couleur rose à rouge. Voilà, c'est pas très clair, mais c'est surtout les fibres 2B, les هما blanches. واضح مدام ميرسي. مدام ايوه مدام الاكتيفيتي برولونجي زيد نتعداو عليها الميتابوليزم انايروبي وشي ايه دونك هنا justement معناتها c'est une pour une personne normale il n'intensifie pas la partie aérobie, il va se retrouver directement dans l'anaérobie lactique et il va se fatiguer. Par contre, quand un patient un coureur de haut niveau qui a intensifié son métabolisme aérobie, donc c'est lui qui va prendre le dessus. Il va pouvoir donc une adaptation respiratoire et musculaire qu'il va lui passer par tape. L'aérobie lactique. D'accord? مادام احنا في الكور في التصويره نتاع الساعه اللي باللي سكوند قلنا مع بعد l'utilisation de l'ATP directement par le phosphocréatine قلنا فما glycolyse aérobie. هذه donc c'est la partie anaérobie. هوني نحكي لك على الانايروبي هوني. والاخرى وهذيك في الفوا ما حتى معناها الفوا انايروبي تبدا منه ال 6 سكوند حتى شي فان de l'activité. الفوا انايروبي اللي هي الكتيك. Elle est utilisée au cours des 30 premières secondes. اللاكتيك معناتها فيها الفورماسيون d'ATP خاطر الATP يجي وقتها من الفوسفوكرياتين. فهمت الميتابوليزم تاع الفوسفوكرياتين. Donc, c'est une voie anaérobie alactique. Il n'y a pas de lactose. Le lactose, l'acide lactique, il est formé. L'utilisation du glycogène et du glucose. Du glucose. On y a une partie, la dégradation du glucose, à sa première étape. Donc, il n'y a pas le passage par la mitochondrie. Il y a aérobie. C'est le mitochondrie. On va utiliser le mitochondrie.
première étape de la division du glucose, une petite quantité d'ATP qui est formée. On est toujours dans la voie anaérobie. Donc, après, pour la partie où il y a la formation d'acide lactique, donc vous savez qu'il n'y a pas de passage, et il n'y a pas aussi de passage d'utilisation d'oxygène. Et donc, on va avoir directement la formation d'acide lactique. On n'a pas pu métaboliser le glucose. Et pour intensifier l'utilisation du glucose par la voie aérobie, donc, il y aura un passage par la mitochondrie et le cycle de Krebs pour pouvoir avoir ATP au cours d'une activité prolongée. Ou juste avant l'arrêt du mouvement, comme le voie anaérobie lactique. À l'arrêt du le patient s'apprête à ralentir. Donc, il y a où le muscle tu vas passer par une période où tu utilises beaucoup tes muscles, mais la respiration donc il y a pas d'adaptation respiratoire pour le mouvement. Donc tu passes par une voie lactique. D'accord. Madame. Oui. مادام معناها نبداو بالفوا انايروبي الاكتيك وبعد نمشيو للانايروبي وبعد اللاكتيك donc les 30 premières secondes des étapes lorsque tu vas décider de courir. Donc, il n'a pas demandé l'apport de glucose. Donc, d'autres sources d'ATP. Donc, il va utiliser la phosphocréatine. Et les 30 premières secondes. Il va chercher les autres réserves. Il va les interpeller. C'est à ce moment-là qu'on va évoluer vers l'utilisation de glucose et par la voie lactique anaérobie et par la voie aérobie pour le glucose. Merci, madame. Donc, lorsqu'on a un niveau d'entraînement égal, si le métabolisme, c'est surtout les fibres 1 qui seront utilisées. Comme je vous ai dit, toutes les fibres, elles peuvent utiliser cette voie, mais à des degrés différents. C'est surtout les fibres 1. Pour le métabolisme anaérobie, donc c'est surtout les fibres 2B qui seront sollicitées et c'est qui vont surtout être utilisées dans cette voie de métabolisme anaérobie. Soutenir donc l'activité physique qui est génératrice de mouvement, elle sollicite la fonction musculaire et permet donc son développement et son entretien. Donc, les choses de cours, donc comment le mouvement déjà il va adapter le muscle et l'os à ce mouvement. L'activité physique, elle va nous permettre donc pour l'entraînement de force ou bien d'utilisation de raquettes. Donc, on va avoir des gestes plus précis pour pouvoir shooter le ballon ou bien pour avoir des mouvements dans la direction où il faut. Il y aura une diminution des contraintes articulaires, donc l'articulation, donc il est en train de bouger, donc il y a moins de contraintes sur les articulations. Le poids à l'articulation. Il y a une meilleure récupération suite à un accident musculo-articulaire. Donc on doit après donc مثلا fracture ou كل شيء نتعدى période de récupération. Après la fracture, on va lui demander de faire de l'activité physique. Il va récupérer ses muscles et sa masse osseuse. L'activité physique, elle permet de lutter contre la sarcopénie. Sarcopénie, donc, c'est
l'affaiblissement musculaire. Il survient lors du vieillissement. Donc, un vieux qui a déjà fait de l'activité physique, il a un bon état physique que quelqu'un qui n'a jamais fait une activité physique. Donc, surtout si elle est mal utilisée, cette activité physique, elle peut provoquer des lésions musculaires. Donc, l'activité physique, elle doit être adaptée à notre état physiologique, un état qui est déjà présent. On ne doit pas essayer de faire une activité intense alors qu'on n'a jamais fait cette activité auparavant. Donc, on doit s'adapter petit à petit pour atteindre l'objectif de pouvoir faire cette activité. On va voir les étapes du couplage excitation-contraction des fibres musculaires. Est-ce que vous avez une idée? Mais je connais pas oublié. Les étapes du couplage excitation-contraction. Ben, je vais continuer. Donc, au début, pour la contraction musculaire, donc, on a des étapes ici au cours de la contraction. À l'échelle microscopique de la fibre musculaire, on va dire qu'on a au début un muscle qui est au repos. Vous avez ici la tropomyosine qui se trouve en position de 50 degrés des spirales. Donc, il y a des spirales d'actine là, et je maintiens le 50 degrés avec les spirales d'actine. La myosine qui se trouve à la tête ici, elle va essayer de se rapprocher donc d'une perle d'actine. Donc ça, c'est une perle d'actine. Il va essayer de se rapprocher et sans trop s'y accoler. Cette tête de myosine est chargée en ATP et on a une ATPase qui se trouve donc dans le milieu et qui est inhibée par la troponine I et par la fixation d'ion magnésium. Donc ça, c'est juste la première liaison actine-myosine. Au cours de l'étape suivante, on va déclencher donc le couplage. Donc les têtes de myosine, elles vont basculer et vont glisser sur les filaments d'actine. Pour cela, donc on a du calcium qui sera relargué par le réticulum sarcoplasmique et par ces canaux qui se trouvent dans le réticulum sarcoplasmique. Et le calcium se fixe sur la troponine C. Le calcium, donc, il est ainsi lié à ce complexe troponine-tropomyosine et il va induire un changement conformationnel dans le filament fin. Donc, dans ce filament d'actine, il va produire un changement et la tropomyosine passe en position 70 degrés, donc elle va faire plus d'encre et la myosine va s'accoler, s'arrimer à l'actine. Il y aura une liaison plus importante et c'est ce qu'on appelle ici le couplage électromécanique. Après, donc, la tropomyosine donc, va faire glisser la tête, donc il y aura une rotation de la tête de myosine et l'attraction sur l'actine. Il y a une hydrolyse de l'ATP, donc le mouvement entre les fibres ici, il s'est fait. À la fin de ce mouvement qui a été réalisé, donc la liaison actine-myosine, elle va se rompre. On aura une recharge en ATP, puis découplage actine-myosine.
cela se fait à la fin de la propulsion, donc entre les fibres, et l'ATP va donc se fixer à nouveau sur un nouveau site exposé et provoquer un détachement à partir du filament d'actine. Donc, il y a cette liaison à s'arrêter. Et après, donc, on a le passage en relaxation. Le calcium sera repris par le réticulum sarcoplasmique et par les mitochondries. L'ATP va se fixer et sera hydrolysé en ADP et API. Et l'énergie utilisée par cette hydrolyse va être utilisée pour repréparer la tête de myosine. Et qui va se... أيوة. مدام بربي كيفاش نعرف أنا شان لورد وشان ليجير في التيت دو ميوزين يعني كيفاش نفرق بيناتهم؟ chaîne légère. هذه composition microscopique نتاع الميوزين معناتها انت. أي يعني اليو دو فيكساسيون مثلا يسألني يقول لي مثلا اليو دو فيكساسيون تاع لا تي بي مثلا في السيجمون ان مشان لورد كيفاش نعرف يعني؟ هو j'ai pas compris أنا عليك فين معناتها c'est au niveau de la علاش دخلت بعضها تعود لي الكيستيون معنا. مدام حبيت نفهم معناها لقيت في الديابو حتى مدام ورتونا في اللونفي انه عندنا في التركيبه تاع الميوزين عندنا شين لورد وشين ليجير ولقيت مثلا في الكيسيه من كيستيون يقول لك مثلا البوان داتاشمون تاع لا تي بي في الشين لورد ولا في الشين ليجير يعني كيفاش نعرف انا هنا نحبش نجم نفهم الفونكسيون تاعهم يعني بيسكو الفونكسيون مربوطه بالتركيبه. وفي الكود شو عندك انت؟ في الكور عندي معناها عندي جوست دي نوت فهمت معناها مش موضحتها فهمت. والكيسي ماذا قديش عندكم؟ مش قديم يعني 3-4 سنين التالي فهمت. Tachi, bon, je vais... je ne sais pas, j'ai pas enseigné cette matière. Mais اسمع فيها, je vais essayer de trouver la réponse autant نكتبها لكم في البلاتفورم. مدام توليت في الانترنت لقيت انه التيت دو ميوزين هي formée par 4 chaînes légères. Donc normalement السيت نتاع الفيكساسيون دو لا تي بي على chaîne légère. معناها عطيت خاطرو. D'accord. Là, pour ce détail, je n'ai pas d'idée. Mais on a déjà le peut-être trouver une réponse ou نكتبها لكم تلقاوها note على البلاتفورم بعد. Merci madame. D'accord. On va enchaîner par un QCM. Donc, réponse à l'arrêt de l'excitation électrique, le muscle squelettique se relâche parce que le taux de l'ATP est abaissé par hydrolyse de la phosphocréatine. Le calcium est rapidement expulsé par le tubule transverse dans le liquide extracellulaire. Parce que le calcium est rapidement pompé à l'intérieur du réticulum endosarcoplasmique. Parce que le calcium se combine à la troponine C. Parce que le calcium se combine à la tête de myosine. La réponse. C.
C'est C. Si. Donc, c'est justement la réponse C. Donc, vous avez compris. On va voir dans deux types de fibres musculaires, un comme la fibre musculaire squelettique et un comme la fibre musculaire lente. On a une différence de fonction pour ces deux types de fibres. تعرفوا شنو هي؟ Mhm. C'est pas pour la fibre musculaire squelettique. Comme donc, il faut toujours un chevauchement qui se fait entre les fibres musculaires. Et donc, généralement, la structure de la fibre musculaire, il y a des filaments qui sont présents et qui sont toujours parallèles les unes aux autres. Donc, c'est ici qu'on a l'état d'équilibre. Si on a un étirement excessif du muscle, comme par ici. Donc, vous avez un étirement excessif du muscle et dans ce cas, les fibres ne sont plus en chevauchement. Est-ce qu'on aura une contraction? Non. Non. Donc, on ne peut pas avoir de contraction parce que le couplage électromécanique ne peut plus se faire. D'un autre côté, ici, un chevauchement excessif en cas de contraction maximale. مثلا. Lors de ce chevauchement, on ne peut pas aussi avoir de contraction parce que les fibres sont déjà trop chevauchées les unes aux autres. Le mouvement ne peut plus se faire. Donc, on n'aura plus de contraction. Donc, l'état idéal pour avoir une contraction, c'est de se trouver dans cette zone-là pour avoir contraction. Pour la fibre musculaire lisse, donc, à la différence de la fibre musculaire squelettique, il n'y a ce parallélisme des fibres. Donc, ils sont tout le temps chevauchés. Donc, les fibres sont tout le temps chevauchées. Et donc, même si on a une fibre musculaire lisse qui est trop étirée, la contraction va toujours se faire. Donc, il y a un chevauchement permanent des fibres qui ne sont pas toutes parallèles les unes aux autres. Ce parallélisme, cet ordre-là de filaments pour avoir un mauvais contact entre les fibres. Et donc, des fibres qui sont dans tous les sens et où le contact peut toujours se faire. Et donc, la fonction de contraction pourra toujours. On va passer donc ici le dernier cas clinique. Nous avons un nouveau-né qui est âgé de 6 jours et qui a été survenu de pleurs avec agitation, refus de téter et fièvre depuis 24 heures. La mère a accouché à domicile. Il n'y a pas eu de problème au cours des premiers jours. Gêne après 5 jours, il avait une fièvre à 38,7 et il avait une hypertonie avec une attitude particulière. À flexion, main fermée, des pouces repliés sur les autres doigts et des membres inférieurs en extension. On examine cet enfant, on retrouve aussi qu'il a une attitude en opistotonos. Donc la tête est rejetée en arrière, avec un front plissé et des paupières serrées et une bouche pincée. عملنا له recherche d'infection ما لقيناش حتى بلاصة في infection. في ponction lombaire صارت لقينا un LCR liquide clair, il n'y a pas de problème. Est-ce que cet état clinique peut vous faire évoquer quelque chose?
مش ممكن تعطيو ديagnostic هوني. مادام كي قالنا SR إكلير معناها المالادي ماهيش جاية من الموا ليبينيير. هوني نقصدو بيه معناتها فماش signe d'infection واضح. إذا بس الSR تبدا Atteinte de plexus brachial lors de l'accouchement. لا c'est pas un cas d'atteinte. Madame, هوني شوفوا ce terme. Donc il a été accouché à domicile. شنو le risque lorsqu'il y a un accouchement à domicile? La rectitude tête coutron n'est pas respectée. Donc généralement le bébé lorsqu'il est né فما un vaccin نعطيوه اللي هو الفاكسان شنو؟ دونك هنا نحكي لكم مع تيتانوس. سمعتوش بيه تيتانوس قبل؟ سمعتوا بيه تيتانوس قبل؟ Donc il y a au cours du tétanos, il y a cette attitude en opistotonos. Déjà c'est un mot-clé. Donc normalement avec l'extension de la tête en arrière ou rigidité avec des mâchoires serrées. Les muscles sont trop contractés. Et علاش تصير l'état هذا. Donc, ça, l'enfant, lorsqu'il naît à domicile, normalement, le vaccin antitétanique qui est administré ou une sérothérapie pour éviter l'état de tétanos. Tétanos, j'ai un Clostridium tétani, qui est bacille anaérobie. Il y a une sécrétion d'une toxine, c'est la tétanospasmie. Toxine, elle va se fixer terminaison nerveuse des interneurones inhibiteurs des motoneurones. L'activité inhibitrice, de l'influx nerveux في الموتونeurones, ديما contracter les muscles. Donc, comme une contraction permanente des muscles. Madame, معناتها في الكان تاع البيبي هذا les agonistes ou les antagonistes زوز excités. Voilà. Donc هيك شي يصير. C'est ديما contraction de tous les muscles. La plupart surtout les muscles de la mâchoire. Les muscles de la mâchoire, les muscles du cou sont les plus contractés. Donc on va revenir à la physiologie. Madame, ما مش احنا عملنا له تيست كده ما عندوش des infections. Or, il y a le tétanos toxine, c'est une infection. اي انت لوجت مثلا une infection locale معناتها عتلوج نقولوا au niveau de la peau, au niveau de la gorge. Est-ce qu'il y a une infection comme ça? Je dessine. Avec l'auscultation pulmonaire, il n'y a pas d'infection. Mais c'est dû à sang, ça passe dans le sang. On n'a pas fait de bilan sanguin. Donc la recherche de toxines. En plus, la toxine, je ne pas la recherche bactériologique. Comme je suis dans la recherche bactériologique, les sérologie. Donc, c'était juste pour vous introduire cette partie clinique. On va revenir à la physiologie. Donc, lorsqu'on a un muscle qui est stimulé, une seule stimulation, un seul potentiel d'action, il va créer une secousse musculaire, il va se contracter. Et cette contraction finit à la fin de cette contraction. Donc, lorsqu'on n'a pas d'autres stimulus pour le muscle. Si, par hasard, on a un autre stimulus qui est appliqué avant la fin de la première contraction. C'est un muscle qui n'est pas relâché et pour lequel tu as appliqué un autre muscle, un autre stimulus. Donc, عندك secousse musculaire. Donc, on y a fait le muscle, comme la loi
une période réfractaire, la période réfractaire. Donc, il suffit d'avoir un autre stimulus ou une autre contraction. Et la contraction suivante, elle est plus importante. Donc, vous avez deux stimulations rapprochées. Et donc, les motoneurones innervant un muscle, pour le même motoneurone innervant un muscle. Et donc, pour la deuxième contraction, vous avez une contraction qui est plus vigoureuse. Et ce qui est important, c'est d'avoir une deuxième contraction qui arrive avant le relâchement de la première contraction. Et dans ce cas, on parle de sommation temporelle des contractions. Ce cas de figure, si les stimulations se répètent, la sommation temporelle continue, on a une autre stimulation avant le relâchement de la deuxième contraction, et ainsi de suite, on a un tétanos, on va dire, incomplet. Les loups maintenant fusionnés. Et donc, on aura un raccourcissement important du muscle. Si l'intensité du stimulus ne varie pas et si la fréquence de stimulation s'accélère, donc on aura la période de relâchement entre les contractions qui devient de plus en plus courte, la concentration de calcium dans le sarcoplasme de plus en plus élevée et une sommation de plus en plus importante. Donc, on a une contraction à la fois soutenue et frémissante. On parle de tétanos incomplet ou intermittent. Dans le cas où on a une fréquence de stimulation plus élevée, Mazel, il n'a pas encore fait de relâchement. Mazel en cas de contraction. Donc, on n'a pas de relâchement entre les stimulations. Et dans ce cas, on a un plateau et on parle de tétanos complet. Donc, à mesure que la fréquence des stimulations s'accroît, il devient plus rapproché, la tension musculaire augmente. Et la tension, elle sera musculaire, donc elle sera maximale, elle sera vite atteinte parce que les stimulations sont plus rapprochées. Et il y a une fusion des contractions. En une longue contraction régulière, on appelle ça le tétanos complet ou fusionné. Donc, dans le même contexte, on y a une autre situation. Un patient, une personne qui a soulevé un arbre, qui est tombé sur une autre personne, et il a soulevé donc pour sauver cette personne. L'arbre, bien sûr, il est trop lourd pour cette personne. À la fin de cette manœuvre, il a senti que ses muscles, les muscles du bras vont rester contractés. صارت له البيرسون اللي علاش قعدوا لي muscles contractés باش تكون ينجم يجاوبني. صارت له super excitation, madame. Super excitation de quoi? Des fibres اللي باش يهز بهم الأرض. vertèbre. كيفاه؟ يكون مازال عنده كالسيوم في الميليو. Tétanos complet. Donc, justement, cette personne s'est fait un tétanos. Donc, ici, c'est juste pour vous dire que le tétanos musculaire, il peut être aussi physiologique. Moi, je les aime تكون فما une bactérie تعطي toxine ou تعطيني un état de tétanos. Donc, le tétanos physiologique, il peut se faire suite à une fatigue musculaire secondaire, un effort extraordinaire. Donc, la personne, elle a réalisé un effort extraordinaire pour ça la fatigue musculaire. Donc, elle a un tétanos. Contraction. Donc, ici, il va avoir un tétanos complet. معناها مادام حتى بعد l'effort اللي عملوا سكوس مازالت في الفاز دو كونتراكسيون نتاعها ما عملش relâchement. Voilà, donc les muscles نتاعو contractés
C'est un état de tétanos, ça prend du temps, donc il doit se reposer pour reprendre son activité. D'accord. Donc, j'ai des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vais répondre à la question qui m'a été posée comme une note à la plateforme. Je pense que normalement le cours te rappelle comme c'est dans la plateforme. En tout cas, si مدام vous avez... أيوة. سامحني مدام بربي جوست كاسيون صغيرة بكري قلنا ال CA2+ rapidement recapturé dans le réticulum sarcoplasmique. Or في البوليكوب في الباج 200 لحظة 272 فما كيف في الباراجراف اللي قالت أنه معناها الcontraction elle dure plus long sa durée est plus longue que que الفاز électrique خاطر CA2+ ترجع معناها lentement. فهمتني؟ يرجع lentement. شنو يرجع lentement؟ CA2+. CA2+. حابة نتأكد من الفينومين. هنا في الQCM rapidement pompé. Bon, على كلمة rapidement, il sera repris, mais تلقى على الأول rapidement. إيش في la théorie des filaments glissants شنو البارتي؟ في الباج 272. شنو البارتي شو اسمه الباراجراف؟ relâchement musculaire. لحظة مدام نشوف الكتاب. Repolarisation. Repolarisation en retour du sarcodème à son état initial polarisé. Parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour transporter activement les ions calcium vers l'intérieur que pour les faire ressortir de celui-ci. هذيك مدام. C'est une question de millisecondes. Donc, les secondes, est plus rapide que l'autre. C'est une comparaison. Mais ça reste rapide. Il n'y a pas de contradiction rapidement. Ok, فهمتك. Merci. Ok. Allez, bon courage, madame. Je vous remercie. Merci, madame. Madame. Madame, toutes les activités في البدن نتاعنا c'est un tétanos parfait. Toutes les activités عندنا tétanos parfait. Oui. خاطر ما احناش معناتها secousse en saccade. Elles sont fusionnées. Les secousses. L'état de base, une personne qui est reposée, ديما en contraction permanente. Oui. معناتها حتى باش تعمل contraction. Il y a toujours un influx nerveux. Oui, باش تعمل contraction, باش تعمل معناتها plusieurs secousses, sommation parfaite, باش يعمل tétanos parfait. C'est sûr منها parfait, يجم يكون imparfait là. Il y a des secousses. La secousse, j'ai parlé de tétanos, c'est pour une seule fibre. On parle d'une seule fibre. Donc, complet ou incomplet. Par contre, pour deux fibres différentes, il se relâche un peu ou l'autre, elle reprend l'activité. Donc, il y a l'état de contraction pour le muscle. نعرفش انت شنو المشكلة
pour l'activité, pour une activité où il y a le tétanos, il peut être physiologique si on fait un effort important. Il y a un tétanos sur il a fait un effort important, mais il a quand même contracté. Il fait un effort. C'est ça le problème. اللي هو قاعد المسكل كونتراكتي. معرفتش عطيني وين تحب توصل باش نجاوبك. اي هوني معناتها ماهوش فيزيولوجيك تيتانوس هذايا حتى بعد ما وفات الكونتراكسيون قعد هو كونتراكتي المسكل. اي هو يتسمى physiologique خاطر جا par une situation physiologique معناتها c'est pas pathologique oui ça prend quelques jours ويرجع عادي. Besoin d'être traité pour ça. C'est اسمه physiologique. Mais احنا dans معناتها انت تقول نعمل في action où je maintiens cet état. C'est vraiment un tétanos خاطر مش قاعد soutenu برشا راهو. واحد يجري حتى نقول واحد يجري. Il va relâcher un muscle ou il va activer un autre de façon antagoniste. C'est pas vraiment un tétanos. علاش سميتها tétanos. Mais احنا ديما pour les muscles معناتها هيك حتى واحد relâché راقد il y a toujours un message nerveux qui arrive du système nerveux central. Et crée un tonus de base. Un tonus, on parle de tonus de base. مش tétanos. معناتها يقعدوا contracter شوية les muscles. انت وين شفت السيتواسيون هذه؟ مادام حكينا عليها معناتها كيفاش معناتها تتصير ستيميلاسيون ميسكل دون الاورغانيزم ما يعملش سكوس بركو كما قلت معناتها سكوس سو غلاش ديما plusieurs secousses sont fusionnées parfaitement et que fusionnement تسمى tétanos زادا. ايه هيك هو التيتانوس انكومبلي اللي قلت لك انترميتنت انكومبلي جينيرالمون ماهوش نتاع ان ايتا دو تيتانوس كومبلي قاعد كونتراكتي وبرا فهمتي سا فريمي وان بليس تلقاه معناتها الفورس musculaire il va augmenter à force qu'il va reprendre cette contraction. Donc il contracte au début, il va intensifier son mouvement, il va accentuer sa force musculaire. Donc c'est du tétanos incomplet. C'est l'état pathologique ou c'est surtout le tétanos complet où il va garder cette contraction. D'accord, madame. Merci. Allez, je vous remercie. Bon courage. Merci.